Il existe une entreprise qu'on connaît tous, qui est une belle et grande entreprise, qui a poussé un petit peu ces évolutions. Donc c'est le groupe L'Oréal, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a vraiment le plaisir d'accueillir Frédérique Scalennec, qui est directrice du recrutement de L'Oréal, qui va nous faire part de son expérience. Merci Frédérique. Merci. Alors Frédérique n'est pas venue seule, elle est venue avec un membre de son équipe qui interviendra quand tu le souhaites, Guillaume, ou en fonction des échanges, vous pourrez effectivement lui poser les questions que vous voudrez à la fin de cet enregistrement. Alors Frédérique, votre parcours RH opérationnel vous a conduit à accompagner la transformation du recrutement chez L'Oréal. Alors L'Oréal, c'est une maison qui a été créée en 1919, 77 400 salariés. Vous recrutez 14 000 personnes par an, 4 000 cadres. Comment cette entreprise a pu rentrer dans le monde du digital? On connaît très bien L'Oréal dans les médias, à travers les produits, à travers les promotions qui sont toujours superbes. Mais quand on touche au métier, aux ressources humaines, quelles ont été les grandes étapes et qu'avez-vous découvert au fur et à mesure? Oui, alors je crois que là j'ai mis en arrière-plan une photo de, je sais pas si ça fonctionne, de L'Oréal. Voilà, donc c'est plus de 100 ans d'existence. Jeanne Schueller avait créé la première coloration pour les femmes. On avait aussi fait la première publicité il y a plus de 100 ans pour les produits cosmétiques. Donc on est plutôt dans une société assez traditionnelle. Donc moi j'ai pris ce poste il y a 2 ans et demi maintenant. Donc je viens d'un environnement aussi traditionnel de grands groupes. Je vous ai mis les étapes clés derrière. Un long parcours chez Bouygues Télécom, un peu de temps chez Vivendi Universalnet. Je suis chez L'Oréal depuis 10 ans. D'abord dans le pôle luxe et ensuite dans le pôle grand public. Donc quand j'ai pris ce poste, en fait, j'ai passé 3 mois à faire du data crunching, à passer beaucoup de temps à l'extérieur et à me dire, en fait, le monde du recrutement n'est plus du tout celui que j'ai connu il y a 20 ans, quand j'ai démarré en cabinet de recrutement, où on passait une annonce, on attendait d'avoir entre 500 et 1000 CV sur la table à trier, et puis on priait pour avoir le bon candidat. Donc L'Oréal, on embauche 14 000 personnes par an, à peu près 4 000 cadres. Et je me suis dit, mince, il y a quelque chose qui a changé depuis que j'ai quitté le monde du recrutement, et ce sont les réseaux sociaux. Donc comment on va communiquer maintenant avec ce candidat? Comment on va aller le chercher? Et on a commencé à travailler avec LinkedIn, et ça a été le début de l'aventure. J'ai un petit clin d'œil pour Thierry App qui est dans la salle. J'ai retrouvé cette interview qui doit dater de 1995 ou 96, où Thierry à l'époque était notre responsable communication employeur, et on avait lancé le premier site de recrutement web en France, donc quand j'étais chez Bouygues Télécom au recrutement. Et dans cette interview, si on lit les petites lignes, je disais « Internet nous complique vraiment la vie ». Voilà, donc ça c'était il y a 20 ans. Aujourd'hui, ça ne nous complique absolument plus la vie. Et on a choisi en fait de travailler, je ne vais pas dire en exclusivité, parce qu'on travaille avec beaucoup de réseaux sociaux, mais en tout cas de s'appuyer sur LinkedIn. Et pourquoi LinkedIn? Parce qu'aujourd'hui, c'est 332 millions de membres. Quand j'ai pris mon poste, c'était environ 200 millions de membres. Parce que c'est le réseau le plus international, et parce que c'est le réseau aujourd'hui le plus agile, et en tout cas qui apporte les technologies dont nous on a besoin. On a une vraie relation de confiance, et nous on apporte à ces gens-là ce dont on a besoin. Pour réussir à faire ça, en fait, puisque moi je suis senior maintenant au regard de la loi française, j'ai embauché des jeunes dans mon équipe. Donc il y en a un à ma gauche. Je leur dis merci parce que je pense qu'ils m'ont fait rajeunir de 20 ans. Donc il y a 2 ans et demi, je n'avais pas de compte Twitter, je n'avais pas de compte Facebook, j'avais un compte LinkedIn avec 70 pauvres connexions. Maintenant j'en ai un peu plus de 4000. Et en fait, ça a été du reverse mentoring. Donc moi j'ai dû en fait désapprendre tout ce que j'avais appris depuis 22 ou 23 ans, et me dire, le monde a changé, je suis vieille, je ne suis pas connectée, comment je fais pour me connecter?
Et la réponse est venue de l'extérieur, donc de présentations comme celle-ci, en allant voir des sociétés ou des personnes qui étaient beaucoup plus connectées que moi, et puis en acceptant d'apprendre de nouveau par des gens qui ont 26 ans, et c'est eux qui ont la connaissance, et c'est à nous de se dire, non, je désapprends pour réapprendre. Je continue. Sinon, je peux parler pendant 2 heures, donc vous m'interrompez dès que vous le souhaitez. Donc je voulais juste vous montrer quelques résultats. Voilà, ça c'est ce qu'on a fait sur LinkedIn. Donc quand je suis arrivée, on avait un peu moins de 70 000 followers. On a fêté les 500 000 followers il y a quelques semaines, et je vous montrerai le film qu'on a tourné à l'occasion. Aujourd'hui, c'est comment je vais communiquer à mon candidat et comment j'arrive à parler à tous les candidats. Donc quand vous pensez à L'Oréal, je suis quasiment sûre et certaine que vous pensez marketing, et je suis quasiment sûre que vous pensez féminin. Donc l'enjeu pour L'Oréal, c'est de sortir cette image de votre tête et de vous dire on embauche aussi des hommes, voilà. On embauche aussi dans la supply chain, on embauche aussi dans la finance, on embauche aussi dans la recherche. Et donc comment je vais expliquer et convaincre ces profils qui ne sont pas des profils qui vont spontanément penser à L'Oréal, qu'on a aussi une volonté d'excellence dans ces métiers-là et qu'on est aussi une école d'excellence dans ces métiers-là. Donc très clairement, on utilise LinkedIn, Facebook ou Twitter ou d'autres réseaux locaux dans certains pays, donc comme Renren en Chine ou comme Xing en Allemagne. Et donc en termes de marketing de marque employeur, comment je vais parler à chaque candidat dans chaque pays. Donc il y a un enjeu qui est un enjeu de communication de la marque employeur vers ces candidats. Et il y a un deuxième enjeu qui est un enjeu de recrutement pur, de dire comment j'utilise ces réseaux sociaux pour aller chercher le candidat. Et ça, c'est le deuxième résultat. Donc depuis 2 ans et demi, un de mes enjeux, et là où je mets beaucoup d'énergie, est de convaincre la population recrutement du groupe L'Oréal que ce ne sont pas les 1 600 000 personnes qui nous écrivent tous les ans qui sont forcément les candidats dont on a envie et qu'on a envie de recruter au sein de L'Oréal, mais comment on va chercher le candidat et le bon candidat là où il est. Parce que le talent aujourd'hui est un talent extrêmement passif, il ne cherche pas de job. Donc si je veux les meilleurs candidats pour L'Oréal, il faut que j'aille les chercher. Et donc depuis 2 ans et demi, donc ce que j'appelle le direct sourcing, qu'on pourrait appeler approche directe si j'étais un cabinet de recrutement, est devenu la première source de recrutement pour le groupe L'Oréal. Ils étaient à peu près à la 7e position quand j'ai pris le poste. Donc la part de marché des agences de recrutement a légèrement diminué. On a encore besoin d'eux. Je n'annonce pas la mort des cabinets de recrutement. J'annonce peut-être la mort des mauvais cabinets de recrutement, mais en tout cas, pour les cabinets de recrutement qui sont spécialisés, pour les cabinets de recrutement qui apportent de la valeur ajoutée, on a toujours besoin d'eux sur des postes techniques, sur des postes confidentiels ou sur des postes de seniorité de candidats qu'on ne va pas aller chercher sur LinkedIn. J'ai souvent assisté à des conférences de L'Oréal qui parlaient de la guerre des talents. Il y a 2 ans, il y a assez beaucoup d'appui sur ce sujet-là. Compte tenu de cette évolution, en tout cas de présence des candidats sur la toile ou pas, cette guerre des talents est-elle toujours réaliste? Est-ce de la fiction ou appartient-elle au passé? Je pense qu'il y a toujours une guerre des talents, elle est différente. Donc si je me remets il y a 20 ans, donc j'étais pas chez L'Oréal, mais la guerre des talents était avec plutôt un Unilever ou un Procter. Aujourd'hui, sont apparues des sociétés comme Airbnb, comme Uber. Il y a des collaborateurs de L'Oréal qui quittent L'Oréal pour Airbnb ou Uber. Nous-mêmes, on embauche des gens de chez Google. Donc en fait, la compétition s'est déplacée et on est tous à la recherche des mêmes talents. Ce qui a changé, je trouve, c'est le rapport de force entre le talent, le candidat et nous. Maintenant, c'est à nous de convaincre, c'est à nous de séduire et c'est à nous d'amener le candidat dans l'entreprise. Voilà, là où je pense qu'il y a quelques années, on était
éventuellement un poil arrogant et on pensait que le pouvoir était de notre côté. Pour moi, le pouvoir est aujourd'hui entre les mains des candidats, très clairement. Est-ce que vous pouviez nous préciser, Guillaume, tu peux intervenir, finalement le dispositif, l'écosystème que vous avez mis en œuvre, il y a LinkedIn, mais c'est pas l'unique levier que vous avez utilisé. Oui. Alors, je pense qu'il y a plusieurs cibles de candidats, donc il y a des jeunes, des moins jeunes, donc clairement Facebook va parler plutôt à une population plus junior. Il y a des gens un peu plus geeky, et là on va plus être sur un Twitter. Et puis il y a la masse entre guillemets, et là on va plutôt être sur un LinkedIn. On va aussi faire des essais avec des sites probablement beaucoup plus dédiés. Pour moi, la concurrence de LinkedIn, elle vient plutôt probablement de réseaux verticaux. Donc on va avoir probablement l'émergence, et il y en a déjà quelques-uns, de réseaux qui sont par fonction ou par métier. Je ne pense pas qu'on aura une concurrence horizontale. Et effectivement, tout l'environnement et tout l'écosystème repose sur le fait d'être présent à chaque point de contact avec le candidat. Et peut-être là, Guillaume peut en parler un petit peu. C'est chaque point de contact de l'expérience candidat, évidemment, puisque on va toucher le candidat à partir du moment même où il ne sait même pas qu'il va devenir un candidat jusqu'à son entrée dans l'entreprise. Mais cet écosystème, il va un peu plus loin que tout ce dont on parle en permanence. Ce n'est pas seulement Facebook, Twitter, LinkedIn, Viadeo pour certaines entreprises. Ça va beaucoup plus loin que ça. C'est un écosystème, c'est aussi être capable de faire un magazine, comme l'a fait Zvi dans notre équipe, un magazine sur Flipboard. D'ailleurs, aujourd'hui, Flipboard, c'est une application qui vous permet d'avoir des actualités sur votre smartphone de manière très visuelle. Et il faut être capable d'aller aussi sur ces petites plateformes-là, de relayer l'information sur les plus grosses, parce que les talents les plus créatifs, parce que c'est aussi un problème qu'on a aujourd'hui, ils ne vont pas que sur Facebook ou sur Twitter ou sur LinkedIn. On a fait une petite enquête en interne juste pour s'intéresser un petit peu à l'habitude de nos profils créatifs. On se rend compte qu'ils vont beaucoup sur Mashable, qui est un site d'information. Donc il faut vraiment être capable de sortir aussi de ce monde très fermé des réseaux sociaux et des réseaux professionnels pour aller toucher tout type de personnes. Et c'est, je pense, une partie du travail qui a été fait chez nous, mais qui est aussi très bien fait dans d'autres entreprises. Jelly est aussi un exemple, c'est une petite application, mais c'était un essai qui était aussi intéressant. Vraiment s'ouvrir aux autres outils qui peuvent vous aider à attirer les talents, sans forcément que ce soit les gros que tout le monde connaît aujourd'hui. Mais en diversifiant les sources, vous récupérez des données de plus en plus massives. Donc comment vous arrivez à les traiter et à capter l'essentiel de ces données? En termes de données candidats? Oui. C'est la grande question du big data. Big data, big bordel, comme on dit dans mon équipe. Donc en fait, c'est comment je transforme le big data en small data. On est en train on va voir, je reviendrai peut-être en parler dans quelques mois. On est en train de développer une plateforme qui va nous permettre, ou pas, de transformer toutes les données qu'on a sur les candidats en données plus petites pour être sur le small. C'est en cours de développement. On travaille avec un ingénieur développement qui est basé à Berlin. On essaye. De toute façon, qui n'essaye rien n'a rien dans ce monde virtuel. Donc, je reviendrai peut-être vous en parler, mais en tout cas, c'est une vraie volonté de notre part. Donc, avec plaisir, et sachez que chez Bipini, on a un gros projet pour 2015 sur le Big Data. Voilà. Donc on se reverra forcément. Vous avez un petit peu abordé les éléments de la diversité. Donc comment vous avez adapté vos méthodes à ces éléments-là? Je ne pense pas forcément à l'international, je pense à la diversité des métiers, des fonctions. Est-ce que vous avez une approche particulière? Je pense qu'à partir du moment où la stratégie est claire, donc on sait exactement quel talent on recherche, on sait où on le recherche, on sait qu'on va chercher en ce moment peut-être des chercheurs en Inde, des commerciaux en Suisse. Comment j'adapte ma stratégie de communication pour ce public-là?
Donc là, je vous ai mis quelques exemples. Donc, d'abord, on parle à tous les pays. Donc, on utilise les réseaux sociaux pour parler en anglais, pour parler en espagnol, pour parler en portugais. Donc, vous avez là un exemple de l'Inde, un exemple du Brésil, un exemple de l'Espagne. Donc, déjà, on va parler aux candidats dans leur pays, dans leur langue quand on peut, et en targetant l'information. C'est-à-dire que vous, dans cette salle qui êtes basée en France, vous n'allez pas voir ce qui est là en brésilien, puisqu'on va cibler cette communication uniquement pour les candidats du Brésil. C'est aussi pour tous les métiers. Donc là, vous avez deux exemples. Donc un exemple sur un chercheur. Voilà, donc comment on a été parlé de manière extrêmement technique à 2500 PhD dans le monde pour recruter quelqu'un d'extrêmement geeky pour notre incubateur à San Francisco. Et ça s'est fait en 15 jours, coût 0 €. C'est aussi de communiquer à une cible particulière pour un événement particulier. Donc j'ai eu une journée de recrutement en Italie pour le marketing, pour le programme de management trainee. Je vais parler en amont à tous les marketeurs juniors italiens en Italie pour les conduire vers cet événement et ensuite recruter. Donc là, coût extrêmement faible, 4 embauches. C'est aussi voilà, sur un ingénieur, c'est pas un profil olfactif, voilà, d'apporter un contenu qui est dédié à l'olfaction, à des profils olfaction pour les engager avec L'Oréal. Et là, on est vraiment sur de la communication et du sourcing. Ça ne remet absolument pas en cause ce qui reste pour moi fondamental en matière de recrutement, qui est d'assesser le talent et de faire en sorte que ce soit ce talent qui rentre avec les critères de sélection L'Oréal et avec le fit culturel L'Oréal. Et le dernier exemple qui est là, c'est aussi comment on va communiquer avec d'autres outils. Donc là, c'est une plateforme qu'on utilise qui s'appelle SoundCloud, qui est une plateforme de partage de musique dans son concept, que nous, on utilise pour produire du son. Voilà, donc on enregistre voilà, tous les collaborateurs L'Oréal qu'on peut rencontrer sur tous les métiers. Donc coût 0 €. Et on diffuse ça à travers LinkedIn, parce que personne ne va aller sur la plateforme SoundCloud pour trouver L'Oréal, vous allez plutôt y aller pour trouver Stromae. Voilà, donc on a détourné en fait l'utilisation de la plateforme SoundCloud pour apporter du son à nos candidats. Et puis c'est aussi ce que je vous disais en amont, voilà, c'est pour les hommes et c'est pour les femmes. Et on va pas apporter le même contenu à nos candidats masculins et à nos candidats féminins. Donc en ce moment, je vous engage à regarder sur la page L'Oréal LinkedIn voilà, le dernier film Garnier voilà, qui fait parler les hommes des problèmes des femmes. Donc c'est assez rigolo. Et puis pour les femmes, je vous invite à regarder cette petite vidéo ici pour les fêtes de Noël parce qu'elle est vraiment très très jolie. Si je peux ajouter quelque chose là-dessus, parce que c'est une question qui revient souvent quand il y a des présentations sur les stratégies de contenu sur LinkedIn. Vous avez vu sur, par exemple, cette slide-là, on a deux contenus qui ne sont absolument pas carrière. On ne parle pas du tout venez travailler chez nous, on est une école d'excellence, nous sommes vous avez une très bonne carrière chez nous, un très bon salaire. C'est pas du tout de la marque employeur RH. On va faire les deux, parce que dans la slide précédente, on a vu qu'on poussait des offres d'emploi, mais on fait aussi beaucoup de communication sur des sujets, ça ressemble beaucoup à un blog. On va informer les collaborateurs, les profils, par exemple R&D, sur la puissance de L'Oréal en R&D, sans jamais parler de carrière. Juste en disant, bah ouais, chez L'Oréal, vous pensez que c'est un monde féminin qui fait que du marketing et des produits pour les cheveux, mais c'est aussi une entreprise qui vous permet de développer des formules très poussées pour pouvoir proposer des crèmes de beauté, des super shampoings. Donc on n'est pas que dans une stratégie qui est RH, culture of excellence, training expérience et tout le tintouin. On est aussi dans, voilà, on a un business. La beauté, c'est un business. Donc découvrez notre business de la beauté, parce que le jour où on vous contactera, vous saurez que chez L'Oréal, on peut faire des choses. Et ça fonctionne en R&D, pour les hommes, pour les femmes, aux opérations, en finance et dans tous les métiers. Alors vous êtes une entreprise innovante, vous conduisez des expérimentations en cosmétique.
il n'y a pas que des échecs, il y a aussi des grands succès. Donc je vous ai mis les deux. C'est bien. Donc, je vous ai préparé un succès et puis après on va parler d'un... c'est même pas un échec, c'est une tentative voilà, avortée. Voilà, donc là, ce que vous voyez derrière moi, c'est une plateforme qu'on a développée donc, nous-mêmes, toujours avec des prestataires extérieurs, mais pas une agence de com. Voilà, on a vraiment été travailler avec des freelancers. Et en fait, on a créé un film sur l'inspiration, que je vous invite aussi à aller regarder, soit sur YouTube, soit sur la page LinkedIn, qui est vraiment magnifique et qu'on a tourné à distance en fait à San Francisco avec quelqu'un qui s'appelle Yvan Cash. Donc on n'a pas été à San Francisco, on n'a pas dépensé beaucoup d'argent. Je passe le message du budget parce qu'à chaque fois, ce que je disais à Thierry, on me dit oui mais L'Oréal, vous devez être assise sur un tas d'or. Voilà, donc pas du tout, je ne suis pas assise sur un tas d'or. J'ai un budget très limité et je dois me battre au quotidien pour faire augmenter ce budget. Donc on a tourné ce film sur l'inspiration et ensuite on a communiqué auprès de tous nos followers sur ce qui pouvait les inspirer. Et on leur a demandé, s'ils le souhaitaient, de créer ce qu'on a appelé un selfie professionnel. Donc en fait, chacun pouvait choisir un thème d'inspiration, chacun pouvait choisir une couleur et chacun pouvait choisir un son. Et en fait, vous créez votre selfie avec ces trois éléments et vous pouvez le poster sur Twitter, sur Facebook, sur LinkedIn, sur d'autres réseaux sociaux. On m'a dit, mais pourquoi est-ce que tu fais ça? À quoi ça sert? D'abord, ça sert à engager les potentiels candidats. Ça sert à communiquer une des valeurs de L'Oréal, qui est l'innovation, qui est la créativité. Et puis, ça sert à recruter, parce que derrière, on avait mis en place un dashboard, et ce dashboard permettait de screener tous les profils des personnes qui avaient joué avec cette application. Donc là, derrière moi, vous avez le nombre de visiteurs uniques. Bon, entre-temps, là, on a dépassé les 30 000. On est quasiment à 9 000 selfies qui ont été créés, partagés sur les réseaux sociaux. Et on est théoriquement à 3 embauches. Je vais avoir la confirmation demain. Donc, ce qui veut dire qu'en termes de ROI, voilà, je sais très bien ce que cette campagne m'a coûté. Et je sais très bien que j'ai au bout, pour l'instant, 3 embauches et j'ai encore une 50aine de CV qui est en circulation dans les pays pour plusieurs métiers. Donc, on est clairement sur la transmission des valeurs, sur l'engagement du candidat et très clairement sur le recrutement, puisque mon ambition, c'est au final le recrutement. Donc ça, c'était une tentative, c'est une tentative très réussie. On a fait une autre tentative, voilà, qui est là. Je ne sais pas si certains d'entre vous reconnaissent ce petit logo. Ce petit logo, c'est Jelly. Donc c'est une application qui a été créée par un des fondateurs de Twitter et qui a créé cette application Jelly, qui est une application qui permettait en fait de poser une question à tous les followers de Jelly. Donc par exemple, je prends une photo de ce magnifique espace qui est l'Open Mind Café en me disant quel est cet espace. Voilà, et la population des internautes followers de Jelly va peut-être me répondre. Donc on a utilisé Jelly pour poser des questions aux candidats et les engager sur L'Oréal par rapport à des produits, des métiers. Ce qui était assez intéressant, c'est qu'on a vu se connecter des profils qui étaient très différents des profils qu'on avait l'habitude de voir connectés, à savoir des profils extrêmement digitaux et des profils extrêmement geeky. L'application de Jelly a connu au démarrage un essor assez intéressant. Voilà, aujourd'hui, l'application n'a quasiment plus de téléchargement, donc je pense qu'elle est en train de mourir. Voilà, on a essayé, investissement 0 francs 0 centimes. On a profité de la vague montante de Jelly. Maintenant, Jelly va probablement disparaître. On va arrêter Jelly. Est-ce que c'est un échec? Pour répondre à votre question, je ne suis pas sûre. C'est une expérimentation, gratuite. Donc c'est une idée qu'on a eue avec l'équipe en brainstormant. Voilà, on a essayé, on a surfé sur la vague montante. Maintenant, ça ne fonctionne plus, on jette à la poubelle. Voilà, nous, on s'est bien amusé, on a engagé des candidats différents. Et puis, on va passer à un autre test. Et le propre de l'innovation est d'expérimenter, de ne pas avoir peur de l'échec, sinon la non-fonction d'innovation, voilà, il faut échouer pour apprendre. Il faut avoir cette conviction et la faire partager aux autres. Un élément aussi qui est ressorti dans ce que vous venez de dire, c'est la notion économique.
Je reste aussi persuadé qu'aujourd'hui, avec l'ensemble de l'écosystème digital, on peut faire beaucoup avec des budgets qui sont pas forcément énormes, parce que l'univers et l'écosystème nous permet de définir des modèles économiques les plus appropriés, notamment dans le cas de relations de partenariat. En tout cas, à travers nos échanges, il y avait quelque chose qui m'avait marqué, c'était le plaisir que vous avez à parler des chiffres. Donc, c'est un élément qui m'a vraiment marqué. Donc, comment vous avez valorisé votre expérience, quels ont été les indicateurs clés que vous avez utilisés, comment vous les avez communiqués, avec quel canal au sein de l'organisation L'Oréal. Ce qui vous a marqué, c'est qu'un RH aime les chiffres. On n'est pas connu, on n'est pas connu pour ça. Je pense qu'aujourd'hui, dans ce monde virtuel, si vous ne venez pas avec des éléments factuels qui sont des éléments de ROI ou qui sont des éléments de gain pour l'entreprise, vous ne pouvez pas convaincre. Vous ne pouvez pas convaincre parce que voilà, moi je parle à l'intérieur de l'entreprise à des gens qui sont au moins aussi seniors que moi, qui n'ont peut-être pas fait cette transformation digitale, en tout cas dans leur état d'esprit, dans leur mode d'investissement. Et si je ne viens pas avec des preuves, je ne serai pas écoutée. Donc ce qui veut dire que je mesure absolument tout ce qu'on fait. Je mesure chaque campagne. Donc tout ce qu'on publie sur les réseaux sociaux fait l'objet de Google Analytics pour savoir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et on est en permanence en mode test. Est-ce que la vidéo fonctionne, la vidéo d'une minute 30, de 3 minutes. L'autre jour, on a publié un slide share pour notre entité R&D. On a concaténé du contenu existant et on s'est dit, bon, avec un peu de chance, on aura entre 500 et 600 vues. On a eu 200 000 vues. Donc j'ai fait vérifier les chiffres 3 fois parce que je m'attendais vraiment à 500 vues, 200 000 vues. Voilà, donc le slide share sur un métier technique avec un apport de contenu intéressant a été vu par 200 000 personnes. Je mesure tous les taux d'engagement. Donc je sais ce qui fonctionne, je sais ce qui ne fonctionne pas. Je mesure notre Talent Brand Index, donc comment les gens s'engagent par rapport à nos contenus sur LinkedIn. Et aujourd'hui, L'Oréal est la meilleure société du CAC 40. C'est pas moi qui le dis, c'est LinkedIn en termes de stratégie de contenu vis-à-vis de l'extérieur. Je mesure une campagne de targeting. Voilà, donc quand j'embauche ce profil pour l'incubateur de San Francisco, dont le salaire se chiffre en centaines de milliers de dollars et que ça m'a coûté 0 francs, 0 centimes, voilà, je sais ce que j'ai économisé par rapport à un cabinet de chasse qui probablement aurait mis 6 mois à trouver ce candidat. Quand je travaille pour l'Italie sur ces management de programme, je sais que chaque recrutement m'a coûté 80 €. Je pense que c'est le coût le plus faible que j'ai en 10 ans de L'Oréal. Mais c'est aussi de mesurer comment le direct sourcing a permis d'économiser pour L'Oréal par rapport au fait de confier ses missions à un chasseur de tête. Et pour cette année, ça se chiffre en millions d'euros. Je ne donnerai pas le chiffre précis. Je le donnerai tout à l'heure à mon patron, parce que j'ai mon entretien de fin d'année à 14h30. Et c'est aussi de calculer le ROI des recruteurs. Voilà, donc je sais très bien dire aujourd'hui tel recruteur dans tel pays, je connais son salaire, je connais le temps passé sur les réseaux sociaux, je connais le prix de son stagiaire, je connais le coût de sa licence LinkedIn, je sais combien il a fait de recrutement en direct, j'ai le salaire des 15, 25, 37 embauches qu'il a effectuées. Voilà, combien il a rapporté à l'entreprise. Et pour certains recruteurs, ce chiffre approche les 500 000 € annuels. Voilà, et c'est avec ces chiffres que je vais parler au comité de direction, que je vais parler aux directeurs financiers et que je vais parler aussi à mes pays clients pour qu'eux investissent dans les médias, sur les réseaux sociaux. Combien de personnes sont impliquées dans les processus de recrutement chez L'Oréal ? Oui, au mieux, vous allez avoir 2 RH, 2 opérationnels. Mais on a une stratégie de recrutement qui est à la fois de recruter pour des postes à pourvoir, parce qu'on a bien évidemment des postes à pourvoir, et une stratégie qui est aussi de recruter le talent parce qu'on le voit passer. Donc on n'a pas forcément le poste, donc ça va être un peu plus compliqué. Donc là, on peut arriver à
8, 9, 10, 18 entretiens, mais parce qu'on n'a pas de poste et que donc on va de manière très exploratoire aller étudier peut-être la DPGP, donc produit grand public, et puis ensuite on se dit peut-être on va aller chez Cosmétique Active, après on va aller à la coiffure, et puis finalement il sera embauché au luxe. Voilà, donc on a une approche qui est très axée sur le potentiel et qui peut parfois complexifier les processus. Et on reviendra effectivement sur les critères de sélection. Cette transformation des pratiques de recrutement, vous l'avez conduit sur une échelle courte de 2 années. Ça n'a pas dû être facile pour les équipes, pour toutes les fonctions support, peut-être pour l'IT aussi qui était dans la boucle. Voilà, comment vous avez conduit cette transformation, comment vous êtes arrivé à persuader, quels ont été les leviers que vous avez utilisés? J'ai la chance d'avoir beaucoup de passion pour ce que je fais et d'avoir beaucoup d'énergie. Et de l'énergie, il en faut si vous voulez conduire la transformation digitale des ressources humaines dans une société un peu traditionnelle. Voilà, donc je pense qu'il faut tous les matins avoir un objectif, tous les matins convaincre, tous les matins réessayer, démontrer. Voilà, donc je fais des choses moi-même pour montrer aux autres que même moi j'y arrive. Donc si moi j'y arrive, ils sont censés y arriver. Donc beaucoup d'énergie, beaucoup de remise en cause. Voilà, donc comment j'appréhende ce nouveau monde en me changeant moi, puisque je ne suis plus adaptée à ce nouveau monde. Et puis en embauchant Guillaume, parce que c'est lui qui m'a tout appris sur cette partie-là, avec Zvi Goldfarb qui est pas là ce matin. Ouais, j'avais aussi une petite slide là-dessus. Voilà, donc quand moi j'ai commencé, j'étais vraiment sur les valeurs, les objectifs, un candidat international, un candidat qui comprend nos valeurs, des recruteurs informés, blablabla, blablabla. Voilà, et mes 2 geeks, comme je les appelle, même s'ils détestent ça, m'ont répondu job wrapping, SEO, sponsored status update, email. Voilà, je n'ai rien compris. Rien compris. Je suis restée en me disant mais qu'est-ce que je fais là? Je vais peut-être changer de job. Et voilà. Et donc c'est eux qui m'ont tout appris. J'ai accepté aussi d'apprendre de leur part. Et ensuite moi j'ai essayé de refaire cette interface avec mon monde RH, mais pas avec ces mots-là, parce que ces mots-là ils sont toujours pas compris. Voilà. Donc comment moi j'ai saisi la complexité de ce discours de jeunes de 26 ans, comment je l'ai retransformé par rapport à ma stratégie et comment moi je l'ai recommuniqué de manière beaucoup plus simple à mes interlocuteurs. Une question à Guillaume, justement dans ce monde-là, tu t'es trouvé en situation d'inconfort au début ou comment tu es arrivé à te faire accepter? Pas du tout, parce que même si Frédéric m'appelle le geek, je suis quand même RH à l'origine. Donc j'ai une sensibilité assez forte à l'univers en fait ça s'est vraiment fait par chance. Je n'étais pas forcément destiné à travailler sur ce sujet-là. Il y a Zvi dans l'équipe qui fait un travail remarquable, qui lui est vraiment un digital pur et dur, qui n'a absolument rien à voir avec la fonction RH. Donc c'est surtout ce qui est intéressant dans le trinôme, si je puis dire, c'est que déjà j'ai mon entretien de fin d'année demain. Donc, je suis obligé de dire des trucs sympas sur Frédéric. Mais sur le trinôme, ce qui est sympa sur le trinôme, c'est qu'il y a Zvi qui est vraiment très digital, le guide de l'équipe. Lui, il est vraiment dans les data, dans l'analytics, etc. Et Frédéric est plus dans va plus donner la ligne directrice, à les convaincre. C'est un peu aussi le travail de politique, de gouvernance. Et là où je dois dire que ça a fonctionné, c'est qu'à un moment donné, je pense qu'il faut donner une carte blanche. Quand on ne sait pas faire, au début, quand on ne comprend pas, on ne sait pas trop faire, il y a 2 types de patrons. Il y a celui qui bloque parce qu'il ne comprend pas, et il dit je ne comprends pas ce que tu dis, donc on ne va pas faire comme ça. Et il y a celui qui dit je ne comprends pas trop ce que tu dis, mais vas-y, et puis on va voir si ça fonctionne. Et si ça fonctionne, et au fur et à mesure, on comprend, on apprend, c'est un peu comme ça que c'est passé au début, même si on t'expliquait ce qu'on faisait évidemment.
Mais je me suis senti très à l'aise parce que aussi, Frédéric avait envie de connaître aussi tout ce monde-là, tout cet univers, donc ça s'est fait assez naturellement finalement. Et ce qu'on peut retenir également, c'est un point qu'on avait abordé lors du précédent Management Café avec Lafarge, c'est la notion de stratégie pas à pas. On avait souvent l'habitude d'accompagner les organisations dans les transformations avec des gros plans de transformation calibrés, ainsi de suite. Aujourd'hui, sur le sujet du digital, et vraiment, je suis tout à fait en phase avec vous, il faut se battre pour des convictions, pour faire bouger une organisation, c'est pas simple. Mais en fait, un des objectifs, et j'aimerais bien votre retour là-dessus, c'est que les usagers, en tout cas de faire en sorte que l'usager comprenne l'intérêt de ce que l'on fait. Est-ce que c'est quelque chose que vous partagez? Je pense qu'il faut démontrer avec des résultats. Donc tant qu'on démontre avec les résultats, voilà, l'usager, ça va prendre ça va prendre plus ou moins de temps, mais je ne lui laisse pas le choix. Ou alors je le change. Voilà. Merci. C'est ça que vous attendiez? Oui. Concernant cette évolution digitale, on a forcément fait un petit peu bouger les référentiels. Donc vous disposez de référentiels de compétences. Donc qu'est-ce qui a changé dans vos critères de sélection? D'abord, il y a des choses qui n'ont pas changé. Donc chez L'Oréal, on a 7 compétences. Par exemple, la capacité à gérer la complexité et la complexité de la relation, par exemple l'entrepreneurship. Donc ça ne bouge pas. Aujourd'hui, je pense que si on veut s'inscrire dans un monde qui est un monde digital, et on a la chance chez L'Oréal d'avoir depuis quelques mois une Chief Digital Officer, donc qui est là pour clairement faire bouger les lignes au sein du groupe, qui est rentré directement au comité exécutif, qui s'appelle Lubomira Rocher. On ne peut plus recruter sur les mêmes critères. Donc là, je suis en train de me battre à l'intérieur de L'Oréal pour faire rentrer une 8e compétence. Et cette 8e compétence serait la sensibilité au métier digital. Ce qui veut dire que ce qui est très clair aujourd'hui pour un marketeur va devenir très clair pour un contrôleur de gestion, pour un chercheur, pour un RH. Donc un candidat qui n'aura pas cette appétence digitale ne rentrera plus chez L'Oréal. Et c'est la seule manière dont je peux impacter aussi mon monde de l'extérieur vers l'intérieur. C'est ce qu'on rencontre également chez nos clients en ce moment, puisque quand on travaille sur des référentiels managériaux, notamment, c'est le cœur de nos métiers, on commence maintenant à être sollicité sur la refonte de ces référentiels qui intègrent notamment des nouvelles compétences liées au digital, plus des compétences comportementales, comme l'intelligence émotionnelle ou autres. Voilà, qui sont en tout cas au cœur du sujet. Alors, l'heure tourne. Ce que je vous propose, c'est peut-être une dernière question qui est plus en phase avec vous. Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience de ces 2 années? Au début, vous avez tout découvert. On a bien senti et entendu des convictions. Est-ce qu'à titre personnel, vous avez eu l'impression d'avoir franchi une étape majeure? Est-ce que vous êtes plus en situation de confort? Et est-ce que vous avez aujourd'hui les critères, vous n'avez pas forcément avant, qui vous permettent d'y voir clair sur ce que vous allez mettre en œuvre dans les prochains mois? D'abord, je dis merci à L'Oréal de m'avoir promu à ce poste-là, parce que quand j'ai pris le poste, je ne m'attendais pas du tout à toutes ces transformations. Je l'ai presque pris un peu à reculons d'aller travailler au corporate pour le groupe, puisque j'ai 20 ans de DRH opérationnel derrière moi. Donc merci de m'avoir mis à ce poste-là où vraiment je me suis transformée. Je dis merci à mon équipe, parce que c'est eux qui m'ont permis aussi cette transformation. Et puis, je me sens beaucoup plus préparée pour la suite, parce que j'ai subi cette transformation digitale, parce que j'ai dû apprendre à lâcher prise, j'ai dû apprendre à faire confiance. Je crois que c'est le terme que Guillaume a utilisé. C'est le titre d'un livre qui vient d'être écrit par Clara Guémard, comment on remet la confiance au cœur du système.
Et puis c'est comment j'accepte d'être remise en cause au quotidien, parce que cette génération me demande de démontrer pourquoi je suis le boss tous les jours. Tous les matins? Tous les matins, presque tous les matins. Ouais. Ouais, vous êtes très challengeant. Voilà, donc le management hiérarchique et vertical que j'avais plutôt toujours connu depuis 20 ans, c'est totalement fini. On est dans un espace beaucoup plus collaboratif. Et soit on s'adapte à ce mode de fonctionnement, et je pense qu'on restera de bons managers, soit on ne s'adapte pas à ce nouveau mode de fonctionnement, et je pense qu'on sera sorti de l'entreprise par la jeune génération. Et puis le dernier merci, c'est que il y a 2 ans et demi, c'est moi qui allais voir les autres pour me benchmarker. Voilà, et aujourd'hui, je suis appelée tous les jours pour apporter un peu de cette expérience à d'autres entreprises. Et c'est une vraie fierté et c'est un vrai plaisir. Merci, bravo. Une question également. Hier, j'ai pu avoir une étude récente qui a été faite auprès de 400 jeunes sur leur engagement vis-à-vis de l'entreprise. Et un sujet qui est ressorti est celui du recrutement. Donc on leur a demandé finalement qu'est-ce qu'ils pouvaient, quelle était leur connaissance du recrutement et de quoi ils auraient besoin pour pouvoir en tout cas être repérés. J'ai été extrêmement surpris par mes réponses sur les 10 items qu'il y avait. Tous les items qui ressortaient restaient au stade de la compétence. On ne parlait pas de l'envie, on ne parlait pas de la relation avec la culture de l'entreprise, on ne parlait pas du tout de la personnalité. Et est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez sur cette génération qui arrive? J'ai été surpris des résultats. Et ce qu'ils nous ont renvoyé, en fait, aidez-nous oui, on connaît les réseaux sociaux, en fait, on ne sait pas forcément les utiliser, et aidez-nous à être présents, à être repérés, en fonction, enfin, en tout cas, en tenant compte de l'évolution des systèmes et des moyens de recrutement. Je ne sais pas, Guillaume, peut-être, est-ce que tu perçois ça de la même façon ou pas? Je suis un peu étonné aussi, j'ai pas vu l'étude, mais je suis un peu étonné par ce que vous dites. Énormément en ce moment, c'est vraiment un sujet, c'est dans la culture, le great place to work, c'est ça qui sont intéressés les jeunes. Maintenant, c'est la question d'éduquer dans les écoles, les écoles de commerce. Il y a une demande. Il y a une vraie demande. Une vraie demande, et c'est juste. Voilà, là-dessus, j'en parlais avec LinkedIn lors de leur événement à Londres, il y a un peu plus d'un mois maintenant. Parce que nous, c'est aussi la question qu'on se pose en tant qu'employeur. Quand on travaille avec LinkedIn, on leur dit d'accord, ce que vous faites, c'est génial, vous avez 300 millions de membres. Mais comment vous allez attirer les suivants, les prochains? Quelle est la stratégie qui est mise en place? Parce qu'ils essaient de développer une stratégie pour les écoles, des pages pour les écoles, mais en ce moment c'est encore très fébrile. On trouve encore peu de personnes pour les stages sur LinkedIn, ça reste encore très fébrile. Et eux se défendent en disant mais nous, on a une stratégie d'acquisition dans les écoles. On va dans les écoles et on explique ce qu'est LinkedIn aux étudiants. Le problème c'est que, avec tout le respect que je dois pour LinkedIn, c'est pas la question, mais je ne suis pas sûr que la meilleure solution, c'est que LinkedIn vienne faire un discours commercial en face de 100 étudiants. On sait comment LinkedIn parfois peut être, et LinkedIn comme d'autres entreprises sur les discours commerciaux, c'est peut-être pas ça que les gens ont envie d'entendre, et c'est une manière d'éduquer qui est peut-être pas la meilleure. Peut-être que des échanges de best practice, et je pense que ça doit faire partie, à un moment donné, le corps enseignant, quelqu'un doit intervenir pour expliquer exactement comment ça fonctionne en entreprise. Parce que même quand on parle, moi je parle je suis assez jeune pour encore avoir des amis étudiants, LinkedIn, ça reste encore un peu flou. Les réseaux sociaux de manière générale, donc c'est aussi à nous d'éduquer. Je pense que partout, moi à chaque fois que j'ai l'occasion de parler des réseaux sociaux à des étudiants, voilà, je leur dis d'y aller. Je pense qu'ils ont encore en tête. Ils ont en tête probablement le rapport qu'on pouvait avoir, nous, il y a 20 ans, avec les chasseurs de tête, où si je n'avais pas 2 ou 3 ans d'expérience, c'était inutile que j'envoie mon CV à un cabinet de recrutement. Et je pense qu'ils ont cette approche de se dire, voilà, LinkedIn ou d'autres réseaux sont pour des gens déjà un petit peu expérimentés. Et pas du tout. Je pense qu'il faut démarrer son empreinte digitale dès le départ, et il faut en fait leur apprendre
à communiquer et avoir une empreinte digitale professionnelle sur le réseau. Je veux dire d'arrêter de poster leurs photos de soirée sur Facebook pour passer à, voilà, j'exprime ma personnalité, j'exprime mes envies et j'exprime ce que je veux être professionnellement, de manière professionnelle sur les réseaux. Merci beaucoup. Donc c'est important qu'on termine en tout cas cette interview sur l'accompagnement des jeunes qui vont intégrer nos entreprises. C'est un des enjeux des prochains mois, je pense à partir de 2015. On vous en reparlera dans les prochains Management Café à travers les thèmes que vous annoncez ou d'autres. Donc merci beaucoup. Il y a peut-être vous voulez faire cette vidéo. Oui, je voulais en fait, terminer sur un petit film qui est le film qu'on a tourné pour célébrer les 500 000 followers et qui est une illustration de tout ce qu'on a dit. Voilà, donc comment je remercie mes followers, comment j'engage ces potentiels candidats vis-à-vis de L'Oréal, et comment je travaille de manière agile. Donc sur le concept de ce film, là, on s'est inspiré d'autres choses qu'on avait vues sur le web. Comme j'ai pas, je le répète, comme je ne suis pas assise sur un tas d'or, il fallait faire les choses de manière très agile. Et donc par un contact dans un autre pays, on a eu un contact avec la personne que vous voyez derrière moi, et on a fait filmer par un troisième contact qui est un freelancer. Voilà, donc comment j'essaye d'avoir une idée qui, je trouve, est une idée assez créative. Comment on est dans l'émotion et comment on optimise le budget. Et je vous laisse profiter de la vidéo. Vous voyez, on fait tout par téléphone, on ne se déplace pas.